Qui tire les ficelles derrière ces dossiers de la Commission électorale nationale indépendante? La marche de la Mouka, pourquoi le centre n'y est pas quand on sent ou quand on voit? Les revendications du centre sont celles aussi de la Mouka sur la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons en parler avec Rodrigue Mwamba, qui est un des cadres du centre. Bienvenue, Monsieur Rodrigue. Merci beaucoup, Monsieur Kilolo, et surtout pour votre invitation. Voilà, merci aussi la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Jusque-là, le dossier de la CENI semble être bloqué. Bloqué parce que vous, politiciens, vous voulez tirer un peu les choses en longueur. Non, ça n'est pas bloqué à cause de nous, en tant que mouvement politique, étant donné que même si nous sommes au FCC, nous n'avons pas, nous, à désigner les membres qui vont à la CENI. Mais c'est bloqué tout simplement parce que justement, il y a une envie des politiques de confisquer la liberté du peuple, c'est-à-dire le pouvoir du peuple de pouvoir se choisir ses propres dirigeants en toute liberté et en toute transparence. Voilà la question, il faut la poser en ces termes-là. Et cette impasse, elle est née justement parce que derrière toutes ces composantes qui doivent choisir leurs différents délégués à la CENI, il y a la main des politiques qui veulent justement inféoder la CENI à leur volonté. Pour qu'en 2023, que le choix qui sera fait par le peuple soit tout simplement soit dénaturé s'il n'est pas en faveur d'un certain camp politique. C'est ce que nous dénonçons. Parce que ce que nous voulons, c'est que la CENI ou la personne qui va diriger la CENI demain soit impartiale et qu'il puisse demain annoncer les résultats selon le vote que le peuple va faire en 2023. Oui, parce que tout à l'heure, vous dites qu'il y aurait des politiques derrière ce dossier. La Mouka a demandé à ce qui est la dépolitisation de la centrale. Et pourquoi vous, le centre, vous ne soutenez pas l'idée de la Mouka? Non, nous demandons aussi la dépolitisation de la CENI, mais nous disons qu'une dépolitisation totale, comme on veut le faire croire qu'elle serait possible au peuple, est une utopie qu'on n'atteindra presque jamais, parce qu'il est prouvé que même les confessions religieuses ou la société civile en général elle-même a des branches qui sont pro-pouvoir ou pro-opposition, donc elle-même aussi elle est politisée. Notre démarche nous consiste plutôt à trouver un moyen dans cette politisation à outrance. Comment est-ce que nous allons évoluer vers cet objectif de dépolitisation un peu plus que d'hier? En tout cas, que la CENI d'hier ne soit pas la même qu'aujourd'hui. C'est pourquoi ce que nous avons proposé dans un premier temps, c'est qu'il y ait la réforme de la loi elle-même. Premièrement, parce que nous pensons qu'il faut aller dans la loi. Parce que c'est dans cette loi qu'il y a les germes de cette impasse sur la désignation des membres de la CENI. Pour faire quoi? Premièrement, c'est pour nous dire, eh bien, on va diluer les pouvoirs du président de la CENI. Pour qu'il n'y ait pas un président de la CENI tout puissant qui va, par exemple, nous apporter des résultats non détaillés, comme en 2018, où il n'y avait pas des résultats bureau de vote par bureau de vote, qui va nous apporter des résultats des flash disques. Et ça, nous ne voulons plus de ça. Nous nous disons, il faut que la personne qui va diriger de la CENI n'ait plus autant de pouvoir, que ce pouvoir-là soit plutôt collégial, c'est-à-dire que la prise de décision à tous les niveaux soit une prise de décision collégiale et que le président n'ait qu'un pouvoir de signature. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, mais il faudrait aussi, nous pensons, arracher la désignation à différents postes par rapport aux composantes. C'est-à-dire qu'on ne se dise peut-être, qu'on ne se dise plus que ce sont les confessions religieuses qui vont désigner le président de la CENI, c'est la majorité qui va désigner le vice-président, etc. Mais que chaque composante envoie des délégués et qu'en interne, un peu comme ça se passe au niveau de la Cour constitutionnelle, qu'il y ait des élections qui vont déterminer les différents responsables des différents postes à pouvoir. Et nous pensons que c'est comme ça qu'on peut neutraliser les influences politiques en interne et permettre une CENI un peu plus indépendante qu'elle ne l'était au cours des précédents processus électoraux. C'est ça ce que nous pouvons. Et maintenant, pourquoi vous ne soutenez pas la Mouka? Pourquoi vous ne descendez pas aussi dans la rue? Parce que la Mouka a demandé aussi à ceux qui croient, qui veulent à ce qu'il n'y ait pas des politiques dans la centrale électorale, qui puissent aussi le rejoindre, chose que vous n'avez pas encore fait. Je crois que s'il y a un dénominateur commun entre nous et la Mouka, c'est que nous comprenons
qu'aujourd'hui, plus qu'hier, le peuple congolais qui a goûté à la liberté aux élections de 2018, où elle a vu pour la première fois un président de la République en fonction quitter le pouvoir et voir un autre qui vient de l'opposition le remplacer, ce peuple se dit, mais tiens, finalement, c'est moi qui donne le pouvoir. Et ce peuple, sa soif de liberté a décuplé, au point qu'en 2023, ce que nous disons, l'enjeu principal des élections, c'est la transparence. Peu importe l'issue du vote, mais tout le processus doit se passer dans la transparence la plus totale. Je crois que sur ce point-là, nous sommes d'accord. Après, nous pouvons différer dans la méthodologie. Nous sommes au FCC. Au FCC, nous avons opté pour une opposition républicaine qui est aussi respectueuse des lois du pays. Et vous verrez que le FCC n'a pas organisé de manifestations, de gros rassemblements pendant toute cette période de Covid-19. Parce que nous avons jugé bon qu'il fallait nous aligner dans une ligne plutôt républicaine. Mais il y a une autre façon de réclamer, il y a une autre façon de faire pression, notamment en éveillant les consciences des gens. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, mais nous ne sommes pas obligés, en tout cas je pense. Oui, face à ce régime, face au pouvoir, lorsqu'il y a beaucoup plus de manifestations d'envergure, regardez les cas à Rossa Malonda, c'est parce qu'il y a eu des manifestations que le pouvoir a reculé. Et vous ne voyez pas que lorsqu'il y aura des grandes manifestations, comme il appelle de tous les vœux Martin Fayoulou, qu'il y aura certainement un certain signal fort. Vous pensez que ce qui s'est passé avec Martin Fayoulou était un exemple de véritables républicains, des gens qui viennent, qui rentrent dans le palais du peuple, qui est inviolable, c'est le siège du Parlement, qui cassent. Est-ce que c'est Martin Fayoulou? Ça, c'est pas Martin Fayoulou. C'est pas Martin Fayoulou. Je parle de ce qui s'est passé lors de Ronsard Malonda. Excusez-moi, ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple du tout. Ce n'est pas parce que des gens vont faire de la politique de caniveau que nous allons forcément les suivre. Nous pensons que nous avons un exemple à donner. Cet exemple, nous le donnons aussi en tant qu'opposants. Parce que notre opposition, ce n'est pas une opposition qui va détruire les symboles de la République, détruire les institutions qui sont en place. Oui, notre opposition, elle est républicaine. Et nous la faisons d'une autre manière. Nous la faisons en interne. On n'est pas réservé. Trop réservé. On n'est pas réservé. Nous la faisons sur les textes. Nous la faisons en faisant voir au pouvoir comment est-ce qu'il viole le texte. Nous la faisons à l'intérieur des institutions. C'est là que nous faisons notre opposition. Vous avez vu comment nous avons récusé la commission paritaire, soi-disant paritaire, qui a été mise en place. Elle était illégale, nous l'avons dénoncée. Et vous verrez, beaucoup de choses n'avanceront pas. Et nous sommes aussi en train de dire, par rapport au processus de désignation des membres de la CENI, qu'il y a des choses à refaire. Et nous sommes dans cette opposition-là. Et si jamais nous jugeons au FCC qu'il est temps, nous avons épuisé tous ces moyens républicains ou tous ces moyens d'où, eh bien, nous passerons par la rue, parce que la rue aussi, c'est une garantie constitutionnelle. Nous pouvons passer par la rue. Nous disons, peut-être Martin Fayoulou a-t-il jugé qu'il n'a pas assez de poids au Parlement pour faire ce genre d'opposition au sein des institutions. C'est pourquoi il choisit la rue. Nous avons choisi d'abord d'être dans les institutions. Si ce pouvoir visiblement, cette majorité de l'Union sacrée fait la sourde oreille à ce que nous sommes en train de dire, eh bien, nous passerons dans la rue en ce moment-là. Pour l'instant, nous disons, allons-y dans ce sens-là, respectons les institutions de la République. C'est seulement lorsque toute autre voie de recours sera dépassée que nous descendrons dans la rue. Voilà, vous voulez descendre dans la rue, mais le temps ne va pas certainement vous attendre. Il reste pratiquement 15 mois, voire 14 mois pour organiser les élections. Et vous ne voyez pas que vous risquez de descendre dans la rue, ça sera un peu tard. Non, les élections, ce n'est pas 14 mois. Il y a encore plus de 20 mois avant d'organiser les élections. Nous sommes en 2021. 2021. Il faut consommer toute l'année 2022 et c'est fin 2023 qu'il y aura les élections. Maintenant, nous disons que nous avons encore du temps maintenant pour parler. Parce que ce que nous voulons maintenant, ce n'est pas l'affrontement. Ce que nous préconisons, ce n'est pas l'affrontement. Ce que nous préconisons ici, c'est un consensus. Nous sommes dans une autre approche de la chose, parce que nous comprenons au fait ce que c'est que la stabilité des institutions. Nous comprenons combien c'est important pour le développement, pour le bien-être social. C'est pourquoi nous préconisons et nous rappelons à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui que nous avions été au pouvoir et que nous comprenons qu'il est très important dans des moments de tension comme ceux-ci de parler, d'avoir
un minimum de consensus. Et c'est cette démocratie-là que nous voulons construire, où les gens se parlent, où la majorité ne considère pas que puisqu'elle est majorité, elle peut faire de la dictature, que de la dictature, en faisant fi de tous les droits de l'opposition ou de la minorité. Nous pensons que nous devons construire une démocratie où la majorité tient compte aussi des droits et des avis de la minorité ou de l'opposition. C'est cette démocratie consensuelle que nous voulons construire. Voilà, elle ne va pas dans le sens de l'opposition ou de la confrontation permanente, mais plutôt du dialogue, mais plutôt de l'ouverture vers l'autre et du consensus minimum qu'il faut avoir. Voilà. C'est notre vision. Et vous parlez du consensus minimum, mais déjà au niveau des confessions religieuses, on ne parle pas le même langage. Il y a les 6 confessions religieuses qui misent sur Denis Kadima, alors que les autres sur un autre candidat. Vous ne voyez pas que les consensus... Vous savez, je doute fort... Ça tire les choses à longueur. Moi, je doute fort que ce soit même 6 confessions religieuses aujourd'hui. Parce que je crois que hier, les musulmans ont tout simplement désavoué ce procès verbal-là. De Denis Kadima. De Denis Kadima. Hier, il y a un communiqué de la Comico, je ne sais pas, la communauté islamique du Congo, qui a sorti un communiqué hier pour désavouer ce procès verbal-là. Mais je n'entre pas dedans parce que moi, je n'ai pas de leçon, comme les autres le font, à donner à nos pères religieux. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une impasse qui existe à cause d'une majorité qui a décidé justement de s'inféoder la CENI, comme elle s'est inféodée déjà la Cour constitutionnelle. Voilà l'impression que nous avons. Maintenant, à ce stade, si cette majorité estime que la loi a déjà été votée, le président de la République l'a promulguée et qu'il n'était plus question de revenir en arrière, nous pensons que la seule solution, la seule alternative à la confrontation, c'est de parler, c'est de nous mettre autour d'une table pour trouver un consensus minimum pour aller aux élections. Parce que les élections, vous savez, j'aimerais éclaircir ma pensée. En fait, il y a un camp politique qui pense qu'elle a obtenu un pouvoir qui lui appartient et qui sont prêts à tout pour conserver ce pouvoir. C'est ça le véritable Et à enjeu. faire la remise et reprise avec Jésus. Soit. Mais ils sont prêts, en tout cas, à les entendre, à conserver ce pouvoir à n'importe quel prix. Nous disons non. Le véritable détenteur du pouvoir, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas un parti politique, c'est le peuple. Et donc, il faudrait mettre le peuple dans les conditions où, lorsqu'ils vous désavoueront demain, s'ils vous désavouent, eh bien que la personne qui sera l'arbitre du jeu électoral puisse avoir l'indépendance nécessaire pour dire ce que le peuple aura décidé. Le problème avec vous, les politiques, lorsque vous voulez parler, c'est en quelque sorte de dialoguer. Après le dialogue, il y aura le partage du pouvoir. Non, nous l'avons dit, ça, Germain Kambinga l'a dit le 12 juillet. Le débat politique, moi je pense, en tout cas au centre, nous pensons qu'il peut aussi être sincère. Il y a un problème qui est là. Et ce problème, aujourd'hui, menace sérieusement la stabilité même de nos institutions. Il y a la Mouka qui est, pendant que nous parlons, en train de marcher. Et nous savons tous ce que ça peut apporter comme lot de déstabilisation si jamais ce phénomène s'amplifie. Nous disons qu'il y a un véritable problème qui existe. Et ce problème-là, en tant que politique, on peut l'aborder sans forcément avoir des arrière-pensées. Nous avons dit que le gouvernement Samadou Kondé, si le président de la République le juge ainsi, peut rester jusqu'en 2023. Mais le plus important, c'est que nous parlions pour avoir un consensus sur les jeux, sur les principes qui vont présider au jeu électoral. Oui, ce gouvernement peut rester en 2023, peut-être avec certains aménagements. On pourra vous intégrer certains membres. Vous pouvez en être sûr, notre démarche n'est pas d'intégrer l'Union sacrée. Mais vous n'allez pas refuser aujourd'hui si... Nous n'avons pas choisi d'aller à l'Union sacrée. Oui, si on vous fait cette offre-là, cette offre politique. Vous pensez qu'on ne nous en a pas fait l'offre d'aller à l'Union sacrée? Oui, mais ça existait. Vous pensez qu'on ne nous a pas fait cette offre-là? Oui. Non, nous avons fait le choix, nous, de la en fait, vous pouvez entrer dans le gouvernement sans pour autant être de l'Union sacrée. Comment? Je ne sais pas. Alors ce ne sera plus l'Union sacrée. En ce moment-là, ce ne sera plus un gouvernement de l'Union sacrée. Oui, ça sera peut-être un gouvernement de large consensus. Rappelez-vous que le FCC... Et parce qu'on est habitué à des concepts, vous, politiciens, glissement, consensus. On pourra aussi chercher encore un autre nom, dit un gouvernement de large consensus, par exemple. Vous savez, mettre en avant la question de partage de pouvoir, c'est un moyen subtil de divertir le peuple et ne pas le laisser être focalisé sur le plus important. Ce dialogue que nous cherchons ou que nous préconisons,
c'est sur le plus important, c'est-à-dire sur le respect de ce que le peuple va choisir comme dirigeant en 2023. Ça, c'est le plus important, c'est le nœud du problème. Alors, tout ce qu'on présente pour dénigrer le dialogue, les vertus du dialogue, on les connaît depuis 1960 à ce jour. Nous n'avons jamais gagné ensemble que par le dialogue. Ça, c'est la vérité. Regardez même la guerre qui est venue, le conflit avec M. Laurent Désiré Kabila, la guerre de libération. Quelle a été la suite? C'est une autre guerre qui est venue, juste le lendemain où les Rwandais rentrent. Mais quand est-ce que nous avons vaincu, ou nous avons plutôt pallié à cette problématique-là, où le pays était divisé en 4, etc. C'est avec Sun City, c'est parce que les gens se sont parlé. Ça n'a jamais été par l'affrontement. Et je peux sortir comme ça plusieurs autres exemples où les conflits majeurs de notre pays ont été résolus par le dialogue. Donc nous pensons quand même que ce dialogue et la démocratie telle qu'elle doit être construite aujourd'hui, elle doit être construite en parlant, pas par l'affrontement, mais il faut que nous nous parlions. Ça, c'est très important. Pas forcément pour avoir des postes. Il faut que nous nous parlions parce qu'il y a un problème à résoudre. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire que par le dialogue. Même si nous sortons dans la rue aujourd'hui. Mais la finalité, c'est laquelle? C'est que finalement, la pression que nous faisions, c'est lui qui est au pouvoir, comprenne. Et maintenant, vous voulez que ces dialogues soient organisés comment? Comme ça se fait au niveau de Saint-Titi ou dialogue intercongolais ou dialogue au niveau de Saint-Sylvestre. Vous voulez quel format de dialogue ou de concertation? Nous, parce que quand déjà vous parlez des dialogues, vous pouvez, aujourd'hui, lorsqu'on vous approche, on vous dit, bon, donnez-nous les formats. Vous voulez que ce soit quel format? Nous, particulièrement au centre, ce que nous appelons, nous en appelons directement au président de la République. Nous lui disons que lorsque le 24 janvier 2019, il prononçait son discours d'investiture, il a dit clairement qu'il reconnaissait qu'il y avait des foyers de tension et que les Congolais étaient divisés et qu'il fallait un forum de réconciliation nationale. Et nous pensons qu'au-delà même de la question électorale, il y a la question du tribalisme, il y a la question du fonctionnement de la justice, il y a la question de l'insécurité à l'Est. Ce sont là différents foyers de tension sur lesquels nous sommes et qui risquent justement d'embraser le pays en 2023 si le climat n'est pas serein, si les gens n'ont pas un minimum de consensus. Donc nous pensons que c'est ce format-là que le président lui-même avait proposé en 2019 qui est le mieux adapté aujourd'hui parce qu'il prend en compte toutes les questions qui nous divisent aujourd'hui en tant que peuple. Donc il n'y a pas que la question électorale, il y a d'autres questions qui nécessitent qu'on se parle, qui nécessitent à ce que les Congolais puissent voir les choses dans la même direction, qu'on ait un minimum de consensus pour avancer. Sinon, si nous ne faisons pas cela, eh bien, nous faisons le lit de tout le chaos possible qu'il y aura après les élections de 2023. Voilà, après les élections. Alors, il y a ce rapprochement entre FCC et la MOCA? À ma connaissance, non. Il n'y a pas de rapprochement? Le rapprochement, s'il était... Oui, parce qu'on voit déjà certaines vues, donc ça se converge. Donc, vous irez comme ça, vous allez proposer un agenda commun. Bon, d'abord, j'estime qu'il faudrait absolument enlever ce tabou-là. Il n'y a pas de tabou en politique. On peut très bien coaliser avec la MOCA, comme le FCC a très bien coalisé avec l'UDPS en début de mandat, en début de cette mandature. Donc il n'y a pas de tabou, c'est une preuve. D'ailleurs, l'UDPS était l'opposant le plus farouche au PPRD de Joseph Kabila. Mais on les a vus très bien coaliser et puis ça ne gênait personne. Maintenant, si aujourd'hui le FCC va coaliser avec la MOCA, ça n'est pas un tabou, mais ça se fera en plein jour. Je ne pense pas que ces choses-là se font en cachette. S'il y avait un accord entre la MOCA et le FCC, ça se saurait, et moi je serais le premier à venir le défendre. Mais aujourd'hui, je vous affirme que je ne connais rien dans ce sens-là. En tout cas, notre hiérarchie ne nous a pas fait rapport d'une telle démarche. Les centres aujourd'hui, dans un premier temps, on voyait Germain Kambiga et vous, mais on commence beaucoup plus à voir vous. Vous êtes beaucoup plus en évidence par rapport aux autres qui parlaient beaucoup plus de votre plateforme, le centre. C'est quoi les autres ont traversé
ou c'est vous qui êtes resté? Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres, vous parlez de qui exactement? Parce que le centre, c'est Germain Kambinga. Oui, à Germain Kambinga. Le centre, c'est Ngoï Mulunda. Le centre, c'est Joseph Bangakia. Le centre, c'est Michel Mbiye. C'est Aoun Dagba. Tout ce monde-là est encore au centre. Oui, Michel Mbiye, les autres là-bas, ils ne se font plus sentir. Non, écoutez, ils ne sont pas des Bangakia et d'autres. Moi, je suis porte-parole du centre. C'est normal que ce soit moi qui parle. Après, eux, ils ne sont pas des commentateurs de l'actualité. C'est que le centre est tout le temps en train de chercher comment faire l'actualité. Et c'est ça le rôle d'ailleurs dans lequel aujourd'hui est Germain Kambinga en tant que chef de parti. Ça n'est plus le Germain Kambinga du MLC qui passait tout le temps à la télévision. Aujourd'hui, c'est un chef de parti, un responsable qui a d'autres occupations et aussi il est dans la formation. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans l'instauration du centre un peu partout dans le pays, parce que nous avons compris avec l'expérience électorale de 2018 qu'il faut que nous ayons une large base à travers le pays pour espérer avoir des députés en 2023. C'est à cela que les autres sont attelés. Maintenant, le travail de parler et de porter notre voix, il m'incombe maintenant. Merci beaucoup. Rodrigue Mwamba, de votre passage. Ne vous gênez surtout pas pour venir parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.